Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Et par contre, je ne vous remercie pas pour le titre qu'on m'a demandé, parce que c'est pas vraiment. Je me suis vraiment posé la question pourquoi j'allais parler de ça. Donc, je vais essayer de faire un tour, à la fois donner des informations et puis surtout des dernières évolutions, et puis également dégager une stratégie, en tout cas celle que l'on a au Sénat SNCF. Donc, je partage la présentation avec Jérôme Rose, qui, vous savez, est le DAS INSU pour les infrastructures. Voilà, n'importe lequel. Voilà, parfait. Donc, tout d'abord, avant de parler des infrastructures, parce que c'est des outils essentiels, mais c'est des outils qui doivent être adaptés à l'objet, à nos interrogations, à nos questions scientifiques. Et donc, je pense que aujourd'hui, la plupart des questions qui émergent demandent d'adresser tout le système terre, climat, environnement et biodiversité, et puis informer pour des solutions associées au changement climatique et à l'adaptation des sociétés. Donc, dans ce problème-là, si on s'adresse à un système comme ça, et vous savez tous, c'est un système qui est couplé, c'est un système géophysique, biochimique, biologie, et avec plein de processus environnementaux, et l'ensemble est couplé, et du coup aussi, pour observer ce système-là, eh bien, on a des observations qui sont multimodales, et qui couvrent des échelles spatiales et temporelles très très importantes. Il y a toutes les données d'observation, mais aussi toutes les données de simulation venant des modèles et de notre compréhension physique, des compartiments de ce système et des interactions de ce système. Et là-dessus, il y a plein d'enjeux scientifiques qui sont bien sûr d'intégrer l'ensemble de ces observations et d'avoir une approche intégrée pour la complexité et la quantification des incertitudes, qui est essentiel pour comprendre l'évolution de ce système et prédire éventuellement ou caractériser certains événements extrêmes. Il y a tout le problème du management sur le long terme de données de grande qualité qui sont de confiance sur les différents domaines de ce système Terre, dans une politique bien sûr de principe FAIR et de sciences ouvertes, avec, et je pense que c'est ça l'essentiel pour que les données soient vraiment comprises, vérifier l'intégrité, la véracité et l'interopérabilité. Et puis, bien sûr, associé à ces données, tous les services qui permettent de les découvrir et y accéder et supporter des chaînes de traitement et d'analyse qui permettent également, dans ces chaînes de traitement, de croiser et de fusionner des données multimodales. Et puis, on voit de plus en plus l'émergence de workflows, de chaînes qui couplent simulation, analyse de données et IA, et également des questions qui challenge sur le rôle des modèles de fondation multimodaux et leur utilité pour la science. Et dans ces modèles de fondation, quelles sont les stratégies d'apprentissage, la qualification des données pour pouvoir vérifier la pertinence et la validité de ces modèles de fondation. Donc, les infrastructures, c'est des outils absolument essentiels pour la stratégie de recherche et d'observation, à la fois au niveau national et à la fois au niveau européen. Donc, c'est quelque chose qui a démarré quand même depuis pas mal d'années. À la dernière update en 2021, au niveau de la National Roadmap, on a 108 infrastructures de recherche, 4 organisations internationales de recherche, l'ESO, SKO, EMBL, CERN et CPMMT. Il y a 23 infrastructures de recherche étoiles, 73 infrastructures de recherche et 7 projets de potentiel stratégique au niveau national. Et ça couvre l'ensemble des domaines scientifiques et c'est aligné avec la roadmap des infrastructures SE. Sur la figure de gauche, dans le domaine environnement, vous voyez les différentes infrastructures de recherche et les esprits dans ce paysage-là. Et ce qu'on observe, c'est que les infrastructures sont des outils absolument essentiels qui adressent des compartiments du système Terre
Et le vrai enjeu scientifique aujourd'hui, c'est vraiment de comment ces infrastructures peuvent améliorer la fédération de leurs services et l'interopérabilité pour pouvoir adresser des questions qui traversent différentes disciplines et différents compartiments. Donc, dans la roadmap ESFRI, il y a eu plusieurs cycles, et les premiers cycles, la première cycle de roadmap, c'était en 2006, qui a été updaté en 2008 et 2010, avec 48 projets ESFRI à travers une grande gamme de domaines scientifiques, avec un investissement au niveau européen significatif, puisque ça nous parle de dizaines de millions d'euros. Et puis, des longs termes, un commitment on commet à une opération long terme. Il y a eu une révision, une deuxième cycle de roadmap en 2016-2024, où il y a eu une introduction de nouveaux concepts très importants qui vont éclairer la roadmap 2026, avec d'une part la mise en place d'une méthodologie d'évaluation de ces infrastructures, et puis l'introduction d'un label de landmark pour certaines de ces infrastructures. Donc c'est la roadmap à des infrastructures 2016, 2018, 2021 se sont accompagnés d'un rapport stratégique avec donc une évaluation de 41 esprits avec le label landmark et 22 projets d'esprit. Ce qui est important, c'est que tout ce qui est l'analyse du paysage des infrastructures des esprits en 2024 a été découplé de la roadmap. C'est deux exercices qui se font en parallèle. Et cette analyse de la roadmap en 2024 sert de rationnel pour la roadmap en 2026. Et puis, il y a eu la première version de ce qu'on appelle les ESFRI Portfolio, c'est-à-dire un site d'information sur lequel sont renseignées les différentes infrastructures de recherche avec, disons, plein d'informations sur les domaines, les données, les services, etc. Donc aujourd'hui, on entame le deuxième cycle pour la révision de la roadmap ESFRI en 2026, qui va évaluer de nouveaux projets d'infrastructures de recherche pan-européennes, qui va aussi évaluer les infrastructures 2016, 2018 et 2021, et qui va évaluer aussi pour les projets 2016 la relation entre ces projets et le statut landmark qui leur avait été assigné. Et puis, ça va également permettre de réviser le portfolio des esprits. Donc, les recommandations dans cette roadmap, c'est que tous les projets doivent être en synergie avec les infrastructures de recherche régionales, nationales, ça c'est fondamental, et bien sûr, de voir comment elles apportent une plus-value et qu'elles peuvent s'intégrer ou se fédérer avec des infrastructures européennes et internationales. Donc l'important, c'est vraiment le lien entre et l'intégration des différentes infrastructures de recherche, est particulièrement important pour le secteur environnement, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, à savoir que ces infrastructures sont des outils essentiels pour obtenir des observations dans les différents compartiments, avec leur spécificité, leur expertise, mais que l'utilisation et la compréhension de ce système nécessitent forcément une interopérabilité et une fédération de services entre ces infrastructures. Et puis, bien sûr, ça amène une réflexion sur les besoins en termes de e-infrastructure pour les services d'accès et puis de visualisation des données, d'utilisation des données, ainsi que beaucoup d'autres outils numériques, avec en plus l'émergence de l'IA qui change aussi pas mal les pratiques. Dernier point très important pour cette roadmap, c'est le lien avec l'écosystème EOSC et le rôle de la science ouverte. Le lien avec l'écosystème EOSC, ça fait longtemps qu'on en parle. Pour l'instant, l'écosystème EOSC a été longtemps une grande nébuleuse. Et depuis 2 ans, il y a une accélération très très forte de la structuration de l'écosystème de EOSC, on va y revenir, avec l'émergence quand même d'un grand nombre de services pour le nœud EOSC, EOSC EU Node, et puis une première phase de sélection et de travail entre EOSC EU Node et des nœuds thématiques ou des nœuds nationaux ou européens thématiques.
Dernier point important, c'est les considérations environnementales. Donc là, je vais passer assez vite. Vous pouvez avoir ces slides au ministère ou au CNRS. Dans la roadmap 2026, il y a deux choses qui sont évaluées. C'est le scientific case dans les différents domaines thématiques, et c'est évalué par les strategic working groups qui évaluent la pertinence de ces infrastructures en termes d'excellence scientifique, en termes de pertinence par rapport au paysage existant, d'impact socio-économique, et puis bien sûr tous les besoins par rapport aux infrastructures de données, les infrastructures de calcul, avec une considération bien sûr de l'impact environnemental. Et à côté de l'analyse de cette évaluation scientifique, se fait une évaluation sur l'implémentation. C'est-à-dire vraiment sur le côté opérationnel, sur le côté gouvernance, sur le côté business model, avec l'implication des stakeholders, les préparations des différentes phases, la gouvernance, le management des ressources humaines, bien sûr tout ce qui est modèle financier, et puis une analyse de risque. Donc vous avez la roadmap, ça a démarré par un infodays européen et suivi par une matinée au niveau du ministère en décembre 2024. Et puis ce processus-là va se prolonger avec un avis des dépôts et des questionnaires à déposer entre janvier et février, une analyse de ces questionnaires au niveau national pour pouvoir évaluer les infrastructures que la France soutiendra. Et puis tout ça pour arriver à la soumission des projets en avril avec une validation pour 2026. Donc de la même façon, du côté national, s'est mis en place une organisation miroir. Donc je ne vais pas détailler les choses. Le point important, c'est que au niveau français, on a des délégués dans les forums MESFRI, donc Elena Hofer et Jean-Marie Flou, qui étaient là hier. Et puis, on a des membres affectés dans les strategic working groups qui évaluent les scientific cases. Pour l'environnement, c'est Jean-Marie Flot. Et puis, par ailleurs, le CNRS, qui est un des acteurs principaux, puisqu'il pilote pratiquement les 3/4 des infrastructures de recherche nationales au niveau européen, vous avez l'implication européenne, l'implication française dans les infrastructures européennes. Donc il y a une cellule TGIR avec Michel Vidal, et puis un comité TGIR dans lequel siègent les DAS infrastructures des différents instituts, dont Jérôme Rose, et puis les directeurs des instituts. Parallèlement à cette roadmap des infrastructures 2026, on a une évolution très forte de la fédération EOSC, avec d'une part l'émergence aujourd'hui, l'ouverture des services du EOSC EU Node, qui est vraiment qui délivre les core services que les nœuds EOSC au niveau national et européen peuvent réutiliser et faire évoluer. Et puis il y a autour de ce EOSC EU Node aujourd'hui une première phase pour impliquer des nœuds nationaux ou régionaux européens thématiques, donc vraiment orientés sur un domaine scientifique et sur des fédérations de données. Donc EOSC, fondamentalement, ça adresse des problèmes qui sont également des critères d'évaluation dans la stratégie ESFRI, de la roadmap ESFRI, c'est-à-dire vraiment aussi d'essayer de fédérer l'ensemble de ces infrastructures, de pouvoir avoir un certain nombre de services digitaux qui permettent justement de pouvoir, disons, découvrir, accéder à des données de domaines multiples, adresser des questions multidisciplinaires par rapport à des grands enjeux sociétaux. Donc, accélérer la science ouverte, avoir tout ce qui est ce principe faire dans la gestion des données et l'utilisation de plus en plus de méthodes digitales, de services digitaux dans un continuum d'infrastructures au niveau européen, et puis bien sûr être en appui à des recherches et de la science multidisciplinaire par rapport aux enjeux actuels, et puis améliorer la productivité scientifique et aussi, et c'est très important, améliorer la reproductibilité des résultats de la recherche et de la science.
Donc voilà une fédération qui se veut une fédération d'infrastructures ouvertes qui permettent d'accéder à l'ensemble des infrastructures de recherche existantes en Europe et puis de permettre aux chercheurs de pouvoir stocker, partager, analyser et réutiliser les objets digitaux de leur recherche. Et puis, c'est aussi un système, c'est un système fédéré, c'est un continuum, c'est un système en constante évolution du fait de l'évolution rapide des technologies numériques et puis de toute la partie disruptive de l'IA. Et donc le problème, c'est vraiment faire évoluer et avoir la scalabilité de ce système-là dans une démarche de co-gouvernance et de co-création entre la Commission européenne, les gouvernements nationaux et les stakeholders des différentes infrastructures de recherche. Dans ce contexte-là, en novembre, il y a eu une grande réunion European Open Science Cloud Node affichant l'ouverture du EOSQ Node Gateway avec un certain nombre de services que vous pouvez aujourd'hui tester. Vous pouvez vous connecter à ce nœud-là, redécouvrir ces services-là, et sur la base d'une identification EduGain et EU Login, vous pouvez vous connecter sur ce nœud. Vous recevrez des crédits en fonction de d'où vous sortez, CNRS, CEA, IFREMER, BRGM. Vous avez un certain nombre de crédits et ce sont des crédits qui sont renouvelables. Donc vous avez des crédits à la fois à titre personnel et vous pouvez créer des groupes. Et bien sûr, il y a une politique d'accès qui est contrôlée. Donc l'ensemble de cette authentification, autorisation, accounting est opérationnel. Et puis il y a un certain nombre de services qui sont proposés, enfin qui ont été par procurement. Et vous avez un Resource Hub qui permet de collecter les objets digitaux depuis OpenAIRE, Cordis, Data Europa, Software Heritage. Vous avez des services de curation pour des objets déposés et vous avez aussi des mécanismes pour obtenir des identifiants persistants. Et puis, il y a un certain nombre de services, de core services très importants sur le transfert des données. Donc, vous pouvez transférer des données, à la fois des bulk data ou des larges fichiers, à partir d'un certain nombre de technologies avec des standards ouverts et des standards européens. Et puis, il y a tout un environnement pour l'espace utilisateur avec des services qui proposent des machines virtuelles, des plateformes de containers, de cloud avec des containers, et puis des chaînes pour la continuation, l'intégration continue et l'intégration pour le développement. Et puis vous avez aussi un certain nombre de services autour des de notebooks interactifs avec des Jupyter Hub et puis avec associé à ces notebooks la gestion de stockage persistant et synchronisé avec des solutions comme FileSync et Share. Et puis il y a une ébauche de helpdesk et également il y a tout un monitoring des infrastructures. Les infrastructures, les ressources, aussi bien de stockage ou de calcul, ce sont des ressources qui sont offertes, enfin proposées à EOSQ Node par différentes infrastructures ou par différentes organisations internationales. Dans ce contexte-là, l'Europe a lancé une première phase pour la construction de nœuds à la fois des clusters européens, qui peuvent être des clusters thématiques ou des clusters d'infrastructures digitales, et puis des nœuds nationaux qui pourraient se fédérer avec le EOSQ Node et également faire évoluer les services du EOSQ Node. Donc dans ce contexte-là, c'est vraiment un processus qui est mené par la gouvernance tripartite de EOSC et il y a eu une première vague d'appel à candidature avec une première évaluation au mois de décembre 2025 et alors je m'excuse, c'est février 2026 et les nœuds seront définitivement sélectionnés, la première vague de nœuds
autour de la fin février 2026. Donc le résultat de l'analyse des premières candidatures ont fait qu'il y a eu 29 candidats potentiels de nœuds. Vous les avez ici, en bas, de nature extrêmement différente. Certains avec candidats à être un nœud cluster européen. C'est par exemple tout ce qui concernait le mini-gué 1. Vous y retrouvez des infrastructures dans le domaine environnement important. On y retrouve Actris Eric, bien évidemment. Vous retrouvez Blue Cloud aussi du CNR. Et vous retrouvez, voilà, pour nous c'est plutôt ça, et puis Clarin dans un moindre chose. Et puis dans les nœuds nationaux, la proposition de Dataterra, soutenue par le CNRS et par le ministère, a été retenue dans cette première phase et est analysée en même temps que d'autres initiatives un peu similaires dans d'autres pays européens, en particulier l'initiative NFDI en Allemagne, et puis SURF en Hollande, et l'initiative italienne. L'issue, après cette première audition, on a dû remonter un questionnaire très formaté, un peu comme pour les infrastructures de recherche, qui ont été soumis en début janvier. Et le résultat vient de tomber. On rentre dans une seconde phase où seuls sont retenus 13 nœuds candidats, dont Dataterra. Et les auditions vont commencer là, en tout début février, pour une décision finale, fin février, pour intégrer les nœuds retenus dans cette première vague de travail et de développement avec IEOS Keyunit. Donc dans cette stratégie-là, qu'est-ce qui est essentiel pour nous? C'est Dataterra. Dataterra est pour nous un exemple, et au niveau européen c'est un exemple extrêmement visible, comme étant une e-infrastructure nationale pour l'ensemble du système Terre, donc climat, environnement, biodiversité, mais quelquefois je raccourcis système Terre. Et il est dans la roadmap des infrastructures de recherche nationales. Il a d'un support long terme du ministère de la Recherche, et c'est un consortium de 34 organisations de recherche nationales, et au niveau de l'entité légale, c'est le CNRS qui joue ce rôle-là pour l'ensemble du consortium. Et donc, l'ensemble de Dataterra, c'est vraiment une couche essentielle pour agréger, fédérer les différentes infrastructures de recherche dans le domaine du système Terre, dans les différents compartiments, et du coup aussi d'avoir cette couche d'agrégation dans les contributions françaises pour les différentes infrastructures européennes, les différents esprits. Vous le voyez, c'est organisé autour de 5 pôles. Les pôles atmosphère, terre solide, environnement marin, biodiversité et surface continentale. Chacun de ces pôles de données, dont Aeris, ici, qui est exemplaire à ce niveau-là, ces pôles de données fédèrent et coordonnent les contributions françaises dans différentes infrastructures européennes, et donc donnent à l'échelle du compartiment atmosphère une vision ou essaye de développer une intégration et une coordination entre ce qui se développe dans les infrastructures européennes, avec leur propre roadmap, avec leur propre consortia européen et avec souvent leurs propres priorités. Mais si ces infrastructures européennes, ce sont des développements qui sont faiblement coordonnés, et Dataterra joue ce rôle d'agrégation et de coordination de façon à ce qu'on puisse vraiment apporter toutes les ressources nécessaires pour que les infrastructures et toutes les données et les services portés par tel ou tel pôle, par telle ou telle infrastructure, puissent définir vraiment une couche fédérée, interopérable, et permettre finalement d'avoir un point d'entrée unique sur l'ensemble des données et des services pour le compartiment. Donc vous avez les différentes données. Ce qui est important, c'est que ça repose sur une politique de données de la recherche souveraine et ouverte. Ça, c'est vraiment important, et elle s'appuie sur des dispositifs nationaux, comme sont les services nationaux d'observation, toute une distribution au niveau territorial avec les observatoires des sciences de l'univers et maintenant et puis
de plus en plus les CREC, et puis les infrastructures nationales de recherche et les organisations internationales avec comme l'ESA, GeoGeos. Et bien sûr, on l'a vu, intégrer dans ces différents data hubs les contributions françaises dans la roadmap des ESFE. Donc, les pôles de données ont un rôle essentiel. Et ces pôles de données comme AERIS, c'est essentiel au niveau de l'archivage, de la curation des données. C'est aussi lié à différents programmes long terme d'observation et d'instrumentation. C'est aussi, à travers les pôles de données, la coordination de l'implication française dans différentes infrastructures européennes ou projets collaboratifs au niveau international. Et puis, bien sûr, pour Dataterra, c'est vraiment apporter une harmonisation dans les modèles de données à travers les différents domaines, une standardisation, plus des services, et puis une expertise très importante sur les données, qui est fondamentale parce que ces données de recherche avec l'expertise, la qualité, c'est un corpus de données absolument essentiel pour, par exemple, développer ou évaluer des modèles de fondation ou l'IA générative. Donc, à côté de ça, bien sûr, Dataterra construit une infrastructure digitale et elle le fait à travers le projet Equipex Gaia Data. Donc, ce projet Equipex Gaia Data, vous voyez en bas, c'est un projet qui a démarré en 2021, qui se terminera en 2029. Et c'est un projet qui est financé, et c'est un projet, donc, sur cette année-là, qui est parfaitement en phase avec la roadmap des esprits 2026 et parfaitement en phase avec la phase de build-up des nœuds EOSC. À travers cette infrastructure digitale, ce n'est pas quelque chose qui se construit de manière isolée. C'est quelque chose qui se construit en étroite synergie et en étroite coordination avec les infrastructures digitales du paysage national, qui sont les réseaux, les communications, c'est fondamental. Donc ça, c'est d'Inter avec qui est le NRN du réseau géant. Vous avez tout ce qui est en train d'émerger comme infrastructure digitale française, donc le cloud ESR, qui est aujourd'hui une IR en projet, associant Maisonnet, France Grid, Gensi, avec ses connexions sur les grands ordinateurs et EuroHPC à travers l'IDRIS, le CINES et le TGCC. Et puis, ça coordonne aussi tous les centres de données et les mésocentres régionaux et nationaux labellisés par le ministère. C'est très en lien avec la fédération EASC, puisque Dataterra s'est proposé comme un nœud national et comme étant au niveau français le nœud EOSC pour le système TEL. Et puis, donc avec un certain nombre de services, de corps services, qui sont tout à fait en ligne et qui sont tout à fait en ligne avec ceux développés par EOSC et UNODE, avec basés sur des standards qui sont a priori tout à fait compatibles et interopérables, mais que Gaia Data, dans sa phase d'évolution, va pouvoir évaluer, éventuellement faire évoluer et supporter dans le développement de l'infrastructure numérique de Dataterra. Dataterra, c'est aussi un centre de référence thématique pour l'ensemble du système Terre et depuis peu pour le système Terre et biodiversité, puisque maintenant le PNDB est un 5e pôle de Dataterra. Dataterra, c'est aussi, ça sert aussi pour la contribution française dans un certain nombre de grands projets infra-EOSC, et vous avez là la liste, je ne vais pas les détailler, des différents projets infra-EOSC dans lesquels la France a contribué activement sous le parapluie de Dataterra. Ça correspond aussi, pour Dataterra, et c'est plus interne au CNRS INSU, à la vision du CNRS INSU sur les infrastructures de données et de services, avec les pôles nationaux de données et de services, les centres de données d'observation et de services, les centres d'expertise scientifique, les entrepôts et l'hébergement de ça dans les centres de données. Donc, pour terminer, je voudrais juste vous donner quelques messages que je voudrais
que vous portiez et que vous reteniez. La première chose, c'est les infrastructures européennes de recherche, c'est essentiel. Les contributions françaises dans ces informations, c'est essentiel. C'est un dispositif à l'échelle européenne qui est unique, qui permet une collaboration innovante et long terme sur les problèmes d'outils, d'observation et de recherche. Et pour nous, l'ensemble de ces infrastructures contribue à la compréhension du système Terre, climat, environnement, biodiversité. Et donc, le problème, quand on participe à ces infrastructures, c'est garder en tête que ces infrastructures ont leur développement, mais leur finalité, c'est in fine de contribuer à une compréhension globale du système Terre, donc de favoriser, dans la contribution française dans ces infrastructures, tout ce qui est la fédération et les liens avec les autres infrastructures. Donc, dans ce contexte-là, il est essentiel de mettre beaucoup plus de poids dans le positionnement dans les esprits de la e-infrastructure DataTerra, de façon à ce que les contributions françaises dans ces infrastructures apportent la visibilité de la e-infrastructure nationale de DataTerra et capitalisent sur cette e-infrastructure des synergies qui leur permettent d'une part d'améliorer les liens entre et puis l'intégration des différentes infrastructures de recherche du paysage esprit dans la compréhension du système Terre, climat, environnement et biodiversité, et en synergie avec la stratégie des stratégies nationales, mais pour la contribution à EOS, donc DataTerra, NFDI, Itineris en Italie, NFDI en Allemagne. Là, c'est important d'impliquer DataTerra dès le début pour renforcer le lien entre EOSC EU Federation et le EOSC EU Node Services. Les infrastructures sont partie prenante de EOSC. Donc, quelque part, dans les nœuds qui émergent de EOSC, ces nœuds fédèrent des infrastructures, et c'est pour ça que DataTerra a toute sa place. C'est aussi quelque chose qui pilotera, c'est très important, dans ces infrastructures, vont piloter le développement de la e-infrastructure numérique de DataTerra en termes de besoins pour les données, en termes de besoins de calcul, en termes de besoins de services pour tout ce qui est le déploiement et de nouvelles chaînes d'analyse et de croisement de données, avec également supporter, bien sûr, l'émergence de l'IA dans ces choses-là. Le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est aussi de se rappeler que la e-infrastructure DataTerra, donc une infrastructure dans la roadmap nationale, il y a une UAR, et cette UAR est une UAR de gestion à la fois financière et du capital, des ressources humaines pour cette e-infrastructure numérique. Et impliquer l'UAR, utiliser l'UAR de DataTerra dans vos implications dans les différentes infrastructures européennes, c'est quelque chose de nouveau par rapport à l'existant en 2000, par exemple, 21 ou même 2024. Et c'est quelque chose qui va faciliter la gestion et la souplesse, l'agilité de la gestion des ressources humaines et de l'expertise à la fois au niveau national et en support aux implications dans les infrastructures, dans les esprits. Puis, dernier message, c'est bien évident, dans tout ce problème-là, il faut rester en contact avec les délégués nationaux et les représentants dans les strategic working groups de ESFRI, et puis, pour le CNRS, d'être toujours en contact avec le DAS, Infrastructure Jérôme Ross, qui fait le lien avec le comité TGIR du CNRS. Voilà, merci. Merci.